Briser le fameux plafond de verre. Il existe vraiment ce plafond-là, mais ça prend de la force et de la détermination pour y arriver. Mon invité a fracassé ce plafond en tant que femme, en tant que lesbienne, en politique. J'ai bien dit fracassé car son coming out a été spectaculaire. Voici les affirmations d'Agnès Maltais. Affirmation, une série de balados-diffusions sur des personnes qui ont fait la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Bienvenue à Affirmation, Agnès Maltais. Bonjour, Denis Martin. C'est vraiment le fun de vous recevoir. Donc, vous êtes venu au monde le 7 novembre 1956 à Saut-au-Mouton, au Québec. Parlons de cette jeunesse. Comment ça s'est passé? J'ai eu la chance d'être né dans une famille heureuse. On était 10 enfants vivants. Des parents qui étaient pas riches, mais qui étaient très, très friands de culture, qui étaient amoureux de culture, qui lisaient les médias de communication. Tu sais, on était aussi engagés dans le niveau politique. Mon père a été maire. Quand il est décédé, ma mère est devenue mère. Ah oui? Donc, un milieu engagé, amusant, près de la forêt. Oui. Hey, les gens ne savent pas, j'allais à la trappe avec mon père. On partait à 5 heures du matin, on revenait à 3 heures l'après-midi, l'automne, parce que on n'était pas riche. Ma mère disait, ça me prend lauréat, ça me prend 60 lièvres, puis 20 perdrix pour qu'on passe l'hiver. Fait qu'on allait à la chasse. Wow! C'était vraiment, j'étais donc proche de l'environnement, de la forêt, de la nature. Donc, une famille aimante, une famille cultivée. On faisait de la politique. Je ne sais pas, à cette époque-là, on parlait peut-être pas d'indépendance du Québec. C'est venu plus tard. Ou on en parlait, oui? On en parlait. Oui. Mon père était étonnant. Député créditiste avec Réal Cahouette à Ottawa pendant 2 ans, dans la grosse vague créditiste 60 à 62. Mais il disait, oui, mais quand il y aura un parti indépendantiste, j'en serai. Et il a été l'un des organisateurs électoraux de Lucien Lessard, qui a été ministre péquiste. Donc, la politique, vous aviez ça dans le sang dans cette famille-là. Il y en avait dans la famille, mais je dirais pas tant la politique que l'engagement. L'engagement, oui, c'est vrai. L'engagement. Puis ce mot-là, pour moi, a un sens plus profond. La politique, d'ailleurs, doit être de l'engagement. Mais l'engagement, ça traverse toute la vie, là. C'est pas seulement une carrière politique. Ça, c'est comment tu as interagi, comment tu veux façonner le monde d'aujourd'hui. Bien, en fait, l'engagement, on va le voir parce que toute votre carrière, c'était de l'engagement, puis on le voit dans tout ce que vous avez entrepris. D'abord, vous êtes une femme de culture, des arts. Vous avez même joué au théâtre. Comment c'est venu ce goût des arts? Bon, d'abord, je vous l'ai dit, dans la famille, il y avait des disques, il y avait des livres, on se cultivait. Mes parents étaient des amoureux de culture. Mais quand je suis arrivée à Québec, j'ai rapidement connu une gang de chums qui faisaient, paraît-il, les parties les plus drôles en ville. Parce que une était chansonnière, l'autre écrivait des chansons, puis on montait des parties, on faisait des sketchs. Puis un jour, la chansonnière a dit, j'ai un spectacle qu'on me demande pour le 8 mars, puis je suis tannée d'être toute seule. Le 8 mars, qui est la Journée internationale des femmes. Ouais. Alors, c'était le 8 mars 79, ou 80, 8 mars 80. Et on était plusieurs, puis on a dit, OK, on va y aller. Moi, en fait, j'avais dit non. Mais à un moment donné, ils ont eu besoin de quelqu'un qui traverse la scène. Puis là, j'ai mis le pied tranquillement, pas vite, puis j'ai fait partie du spectacle. Mais donc, on est devenu la troupe de théâtre Les Folles Alliées. Et on a joué pendant 9 ans. Wow. On a fait 3 fois le tour du Québec. On a joué à Québec, à Montréal. On a été le showbot du mois au Spectrum. Et on était féministes et drôles. Bien, c'est important d'être drôle. Ça fait du bien de rire un peu. Bien, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui utilisaient l'humour pour passer des messages. Mais vraiment des messages publics. On avait un spectacle qui s'appelait Enfin Duchesse, qui était sur les concours de Miss. Oui. Après ça, on a joué Mademoiselle Autobodé, qui était sur la pornographie et la violence envers les femmes. Et puis, il y a eu C'est parti mon sushi, un show cru, qui était sur la sexualité féminine, carrément. On avait une chanson masturbation. On était assez osés, paraît-il, sur scène, mais toujours pertinente et drôle. C'était nos 2 mots. On en apprend des choses à Affirmation, hein? Je savais pas ça du tout. Je pense pas que c'était connu, hein? Oui, il y a des gens qui savent que j'étais dans les Folles Alliées, mais... il y a pas mal plus de monde qui vont le savoir aujourd'hui, puis on est bien content de le savoir. Donc, après ça, vous êtes allé J'ai dirigé 2 théâtres. Vous avez dirigé 2 théâtres. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à
à aller de l'autre côté, faire le théâtre, puis après ça, la fête nationale. Hein? Ah oui, pendant, j'ai fait la direction artistique de 2 fêtes nationales. Quand même. Oui, et c'était quelque chose d'important pour moi. Mais écoutez, quand tu fais du théâtre, tu fais 100 000 métiers. Tu chauffes les camions en tournée et tu fais la comptabilité. Puis quand on a décidé que c'était assez les Folles Alliées, parce qu'on était une troupe puis c'était très intense, j'ai commencé à faire de la gestion pour des organisations culturelles et moi, je me trouvais pas assez bonne pour faire du théâtre vraiment. Je voulais pas aller J'ai pas fait l'école, hein. Oui. J'ai pas fait de conservatoire, tout ça. Je voulais pas aller recommencer à zéro sur les scènes. Je disais, porteuse de hallebarde, ça me tente pas. Alors, mais les gens me reconnaissaient un certain talent pour la direction administrative, la direction artistique. Alors, j'ai rapidement pris la direction du Théâtre Périscope pendant 5 ans et du Théâtre de la Bordée que j'ai, avec d'autres, Yves Castonguay, Jack Robitaille à Québec, qu'on a sauvé de la faillite et qui, aujourd'hui, roule encore et très bien. En fait, oui, hein, c'est des théâtres de la région de Québec, mais qui sont connus, on en entend parler. Moi qui viens de Québec aussi, je connais ces théâtres-là. Mais la fête nationale aussi. Oui, la fête nationale. Bon, d'abord, je suis une souverainiste affirmée, mais c'est pas... Ben ça, vous nous apprenez rien ici. Non, ça, je vous apprends rien. Mais c'est ça, j'avais connu au fil du temps des amis qui étaient devenus des producteurs. Tu sais, on est toute une génération qui a grandi ensemble, c'est ce qui arrive à chaque génération. Mm-hmm. Alors, de mes amis étaient devenus producteurs de spectacles, faisaient la fête nationale, me connaissaient bien, connaissaient mon engagement. J'avais été aussi porte-parole des artistes pour la souveraineté pendant les référendums. Donc, j'ai embarqué dans des fêtes nationales et c'est une expérience magnifique. Là, je vais arriver dans la fameuse question qui tue. Dans tout ça, à quel moment et comment vous êtes-vous rendu compte que vous étiez attiré par les femmes? Oh, bien avant ça. Ah oui? Ah oui. C'est arrivé quand? C'est arrivé... si j'essaie de... Le souvenir le plus précis que j'ai dans la tête, c'est d'être dans l'autobus qui nous reconduisait à la Polyvalente. C'était un petit autobus jaune, là. Et le midi, on allait dîner. La Polyvalente était à 20 km. Donc, ça faisait des longs trajets en autobus. C'était 20 minutes aller, 20 minutes retour, 20 minutes aller, 20 minutes retour. Puis là, on s'assoyait ensemble avec mes amis. À un moment donné, j'ai regardé une de mes amies, puis ça m'a fait... Je l'ai désirée. Mm. J'ai eu envie d'être près d'elle, très près d'elle. Puis là, ça a fait « Qui suis-je? » Là, ça a été le choc, parce que je viens d'un petit milieu. Sautomouton, c'est 1000 personnes, là. C'est tout petit. C'est sur la Côte-Nord, entre Tadoussac et Forestville. Et j'avais les modèles que j'avais de gens qui étaient gays. C'était des modèles qui étaient conspués et qui étaient pas aimés du tout, dont on riait. Donc, c'était ça les modèles que j'avais. Mais moi, j'ai senti profondément que j'étais gay. J'étais une lesbienne. Et quoi faire avec ça, là? Ça a été un peu la panique. Mais je l'ai vécu. Je me souviens très bien là, de ce moment-là. Ça m'a marqué. Alors, ensuite, j'ai appris à vivre avec moi-même. Comment on apprend à vivre avec soi-même dans un contexte aussi difficile que celui-là? On cherche des repères et rapidement, on s'en vient vivre à Québec. Parce que, vous savez, être seul dans un village où on sent qu'on... D'abord, tu ne peux pas trouver d'amoureux, d'amoureuse. Et tu te caches, me cachais. Je ne pouvais pas exprimer ces émotions-là, ces sentiments-là. Imaginez-vous, je suis sûre qu'il y a plein de gens là, qui nous entendent, là, qui se rappellent de ça. Être en amour, mais pas pouvoir... ou les premiers frémissements d'adolescence, puis t'oses pas tenir la main de la personne, t'oses pas déclarer que t'aimes quelqu'un. C'est terrible à vivre. C'est que tu réfrènes complètement tes sentiments amoureux en plus de ta sexualité. Vous avez quel âge à ce moment-là? Oh, je devais avoir... je vais un peu plus loin, mais je vais avoir 12-13 ans. Wow. Ouais. Alors, après ça, je me suis dit, un jour, je vais partir d'ici, puis je vais aller vivre pleinement qui je suis. Wow, OK. Et la vie lesbienne, une fois rendue à Québec, est-ce que c'était un petit peu mieux? Comment c'était? Il y a eu ma période bi, comme tout le monde. J'ai exploré.
Et puis après ça, bien... l'identité sexuelle et l'orientation de genre, l'orientation sexuelle, c'est souvent ça fluctue dans la vie aussi. C'est correct, c'est normal. Il faut vivre ses expériences. Puis le corps est une magnifique mécanique à jouissance qu'il faut exploiter. Là. Quand on est jeune, il faut découvrir de partout. Fait que j'ai découvert. Mais... J'adore. Mais définitivement, c'est les femmes que j'aimais. Et qui m'accrochaient, qui me provoquaient chez moi un sentiment amoureux profond. Alors, j'avais des amis, puis tranquillement, je suis tombée amoureuse et ça s'est exprimé rapidement. J'ai découvert une communauté. Oui, à l'époque, les communautés gays et lesbiennes qu'on disait à l'époque, c'était quand même assez caché. Il n'y avait pas de bars, il fallait vraiment les trouver, les endroits où se rencontrer. Ou... J'avais choisi d'habiter dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, qui est le quartier hétéroclite par excellence, où tout le monde se retrouve et où il y a des bars gays connus, qui sont encore connus aujourd'hui, mais il y avait des bars où tout le monde se ramassait parce que ce sont des bars de quartier et où on pouvait vivre notre homosexualité très, très librement. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Faubourg qui est devenu le Fou-Bar, où je me tenais, moi, entre autres, avec les filles des Folles Alliées. Puis c'était connu. Puis on était avec les gars, les filles, les hétéros, les homos. On se posait pas de questions. On était dans notre quartier, puis on vivait bien. La seule chose que je n'osais pas faire, c'était tenir la main, mettons, se tenir la main dans la rue. On n'était pas encore rendu là à s'embrasser sur la rue. Ça a pris un bout de temps avant que les femmes, les lesbiennes, on fasse ça. On vive ouvertement notre sexualité. Est-ce que le fait que les femmes sont invisibilisées dans la société, on va juste regarder l'histoire est racontée par les hommes, est-ce que ça joue aussi sur l'invisibilité des lesbiennes? C'est une bonne question. C'est, je dirais, non seulement possible, mais probable, mais il y a aussi qu'il y avait une certaine violence. Moi, je me rappelle, c'est plate, c'est à Montréal, ça s'est passé. Mais je marchais sur la rue Saint-Denis avec ma blonde, puis on se tenait la main, puis il y a un gars qui s'est mis à nous courir après avec un bâton. Ben voyons. Ah oui. Où il y avait des jeunes ados qui nous attendaient à la sortie de bars, comme le Babyface à l'époque, à Montréal, dans le bout de Pile, puis il agressait les femmes parce qu'elles étaient lesbiennes. Donc, il y a aussi chez les femmes, hétéros ou homo, ou n'importe qui, les femmes en général sont très conscientes qu'elles peuvent être une proie. Oui. Et je pense que ça a provoqué intérieurement, et parfois de façon inconsciente, souvent de façon inconsciente, une certaine réserve. Vraiment une certaine réserve. On ne veut pas avoir un... Mais c'est ma génération qui parle, je tiens à le dire. C'est à peu près la même que la mienne, j'avais les mêmes réactions. Je préférais rester discret que d'avoir un coup de poing après le visage. Oui. Mais c'est une femme, t'as encore plus. Ouais. Y a des filles à l'époque, une de mes amies a été violée à la sortie d'un bar. Il y a des jeunes qui les attendaient, là. C'est vraiment parce qu'elles étaient lesbiennes. Donc, on t'apprenait à vivre avec ça. Puis en même temps, on apprenait aussi à se défendre. On était des toughs, là, tu sais. À l'époque, on a même... Combien de filles lesbiennes sont devenues monitrices de Wendo, qui était l'autodéfense pour femmes de l'époque. J'en connais plein. On a tous pris ces cours-là et ça a été fort utile. Ah oui? Vous en êtes servi? Dans l'attitude, oui. Ah, dans l'attitude, oui. C'est suffisant. Oui, souvent, hein, c'est des fois juste de donner l'impression que non, tu ne me fais pas peur, la personne ne sait plus quoi faire. Hein? Totalement, oui, c'est ça. Mais c'était aussi toute une époque féministe, parce que le mouvement des lesbiennes a aussi avancé en même temps que le mouvement féministe. C'était imbriqué, les deux. Mon Dieu, j'ai dérivé, là. On parlait de défense, on parlait... Oui. On avançait ensemble. Oui, le féminisme. Donc, il y avait toute une posture d'appropriation du monde, de l'univers, de nos rues. On faisait des manifs, la rue, la nuit, les femmes sans peur à cause des violeurs. Donc, c'était tout un mouvement d'appropriation de nos corps et de l'espace. L'appropriation de nos corps et de l'espace. Je retiens parce que c'était tellement important et ça l'est encore. On va y revenir plus tard dans cet entretien.
Donc, vous avez dit quelque part que vous n'avez pas tant caché votre orientation sexuelle. Alors, comment ça réagit? Par exemple, quand vous avez peut-être annoncé à vos parents. L'avez-vous annoncé? En fait, je n'ai même pas demandé si vous l'avez annoncé. Je n'avais pas pu l'annoncer à mon père parce qu'il est mort trop jeune. Oui. Alors, il était déjà décédé. Ma mère le savait, connaissait toute ma gang. Bon, d'abord, dans les Folles-Alliées, on était 4 lesbiennes sur 5. Elle venait souvent chez nous. Elle avait compris, mais à un moment donné, on était en voiture toutes les deux, puis j'ai demandé comment elle se sentait par rapport à ça. Puis elle m'a dit, écoute, tu portes les valeurs. Tu ne fais pas ce que je voudrais peut-être comme vie, mais tu portes les valeurs que je t'ai enseignées. Et je suis fière de ça. Oh, ça doit faire du bien d'entendre ça. On pleurait toutes les deux dans l'auto. Mais moi, ça me touche. Juste de l'entendre, ça me touche. Oui. Mais j'avais... À Québec, c'était connu que j'étais lesbienne dans la gang. Et j'avais aussi fait une émission. À l'époque, à l'Université Laval, il y avait une émission féministe qui s'appelait Marie m'a dit. Et puis, ils cherchaient des filles. Puis, ils n'arrivaient pas à trouver des lesbiennes pour venir prendre la parole. Alors, à un moment donné, j'avais été contactée. Puis, j'avais dit oui, j'étais allée avec une amie, Fanfan. Et on l'avait dit simplement. Dans le milieu des théâtres, c'était connu que j'étais gay. Ce qui fait que quand je suis arrivée dans le milieu politique, pour moi, dans ma tête, c'était connu. Je me posais pas de questions sur les gens le savent ou pas. Pour moi, c'était naturel. Donc, le parti savait, puis c'était pas important pour eux autres? Non, le parti savait-il, ne savait-il pas? Il y a eu beaucoup de surprises. Il y a eu des grands yeux écarquillés au caucus quand la ministre de la Culture et des Communications que j'étais a dit que j'étais lesbienne. Oui, on va y arriver à ça, parce que ça, c'est vraiment intéressant comment ça s'est passé, oui. Le parti... À l'époque, le Parti québécois, vous le savez, là, c'était aussi le parti d'André Boulris, d'André Boisclair, Claude Charon. Alors, il y avait une grande ouverture par rapport à la communauté LGBT. La question ne s'est même pas posée de qui j'étais profondément. Les seules questions qu'on m'a posées, c'est « Es-tu déjà allé à l'université? » La réponse était non. Et des choses comme ça. Donc, c'était pas... sur l'orientation sexuelle, personne ne se posait de questions là-dessus. C'était « Tu vis ta vie, là. » C'est pas ça qui est le sujet politique. Puis il faut rappeler que c'est le Parti québécois qui a fait changer les lois au Québec pour que, non seulement décriminaliser, mais aussi faire de l'orientation sexuelle à l'époque, on disait ça, un sujet qui était banni. On ne pouvait plus dire aux gens, on ne te donne pas d'emploi parce que tu es gay. C'était fini, ça. La discrimination sur l'orientation sexuelle a été introduite dans la Charte des droits et des libertés du Québec. En 77. Première juridiction en Amérique du Nord. Il faut quand même le dire. L'Union civile est venue du Parti québécois aussi. Les droits des conjoints de fait, ce qui a touché beaucoup de couples gays. Ouais. Alors, oui, ça fait que de ce côté-là, du côté du parti, il n'y avait pas de questionnement, mais il y a quand même eu des regards surpris. Bien, justement. Alors, on va sauter parce que je me rends compte que c'était pas vraiment un sujet compliqué avec les amis d'être lesbienne et en politique, mais on va parler justement de la politique. Comment vous êtes-vous retrouvée en politique? Bien, je vous ai raconté que mon père a déjà été député créditiste de 60 à 62. Je sais pas pourquoi on rit quand on dit ça. Parce que c'est très drôle. Avec Réal Cahouette, parce qu'il était indépendantiste, mais sur la Côte-Nord, c'était un mouvement de la base au départ. Il a été maire après du village. Ma mère a été mairesse. Elle a été préfète. Alors donc, tu sais, l'engagement politique, je l'ai dit, faisait partie de ma vie. On discutait des médias, on discutait des journaux, de ce qu'on avait vu, de ce qui se passait aux nouvelles ou dans le monde. C'était normal pour nous. Donc, j'étais habituée à ça. Dans ma famille aussi, les gens étaient... Mes grandes sœurs, mes grands frères, moi, je suis l'avant-dernière, ils s'engageaient, mettons, dans la ZEC ou dans plein d'endroits. Bon, la ZEC, c'est la zone... Zone d'exploitation contrôlée. Ouais. Les gens des régions connaissent bien les ZEC. C'est comme les parcs collectifs du Québec. C'est les anciens clubs privés, grâce au gouvernement de René Lévesque, sont devenus des espaces publics gérés par le territoire. Mm-hmm. Et donc, il y avait de l'engagement. Puis, je m'étais engagée aussi, évidemment, je suis souverainiste. Je m'étais engagée dans les campagnes référendaires de 80,
J'étais dans les artistes pour la souveraineté. Campagne référendaire de 95, j'étais très impliquée. J'étais une des porte-paroles pour la souveraineté. J'étais dans ma circonscription, j'étais une des leaders pour la campagne. Alors, quand est arrivée la campagne électorale de 98, ben j'étais prête. Mais en 94, premier mouvement quand Jacques Parizeau se présentait pour le Parti québécois, il y avait, dans la circonscription où je vivais, Tachereau, 3 candidats. Et c'était 3 hommes du même modèle. Plus de 60 ans, profs d'université, carrière, grosse carrière. Puis là, on a dit, mais on était plusieurs dans un bar, dont beaucoup de filles, tiens, par hasard. Et on a dit, mais elle est où, notre génération? Elle est où? Fait qu'en 94, je m'étais présentée à l'investiture. On avait décidé en gang, là, il y avait des conseillères municipales de la Ville de Québec. Tout ça. On avait dit, bon, qui est-ce qui est disponible pour y aller dans la gang? Fait qu'on a fait un petit... on a pris une bière, on a placoté là-dessus, puis j'ai dit, bon, moi, je vais y aller. C'était fort probable que je perde. Mais il y avait un signal. Il y a une génération, puis il y a des femmes qui sont prêtes à prendre la relève. Alors, à l'élection d'après, le député s'est retiré, m'a appelé, puis il a dit, Agnès, vas-y, c'est ta chance. J'avais levé le drapeau en disant, je suis prête à y aller, à venir défendre le Québec, défendre la souveraineté. Et voilà. Vous avez été élu en 98. Oui, j'ai fait une investiture. On était 4, puis je passais au premier tour. J'étais très ancrée dans ma circonscription, déjà, parce que j'étais connue à l'époque. J'étais très connue dans le centre-ville de Québec. En tant que femme, faire de la politique, là, c'est un gars qui pose la question, puis vous me reprendrez. En tant que femme, faire de la politique, c'était un monde d'hommes à cette époque-là. Je pense que ça l'est encore pas mal de nos jours. Comment est-ce qu'on vit ça? Je me rappelle Jeanne Sauvé qui disait, qui a été ministre fédérale, que pour accomplir, pour se rendre, pour faire ce qu'elle devait à faire, elle devait se comporter comme un homme. Est-ce que Agnès Maltais a dû faire ça? Non, mais elle a dû s'adapter à un monde d'hommes. Ouais. Je dirais, c'est pas la même chose. C'est pas pour rien, c'est drôle parce que tout à l'heure, j'étais avec beaucoup de collègues de tous les partis, dont Louise Arel, et on jasait. Et on disait, c'est quand même pas étonnant que ce soit souvent des femmes qui fassent des mouvements transpartisans. C'est-à-dire que les femmes, on a tendance, l'objectif est important. L'objectif est important. On est là pour servir, on veut être utile en politique, on veut servir à quelque chose. Et donc, si de l'autre côté, a un objectif qui nous semble noble, on y va, on traverse. Donc, moi, je pense que je suis de cette famille-là, des gens qui sont là pour essayer de faire avancer leur société. Donc, mais il y a une manière de travailler qui est habituelle à l'Assemblée nationale, qui est très masculine. Et la politique, c'est pas un sport doux nécessairement. Ça peut être un sport très difficile. Mais là, je dirais, je vais caricaturer. D'accord. Je vais dire que mon côté masculin m'a aidé à traverser. C'est-à-dire que moi, un combat, ça me dérange pas. Puis, j'étais une artiste. J'ai été habituée à prendre la parole. J'ai été porte-parole plein de choses. Fait que là, moi, un échange, un débat d'idées, il n'y a aucun problème. Je suis capable d'exprimer mon opinion puis de la tenir et de la changer si nécessaire parce que l'autre me convainc. Donc, je suis habituée au débat d'idées, aux échanges, à prendre la parole, à écrire des discours, en fait, à les créer. Donc, pour moi, ça allait. Mais, savez-vous ce qui était plus difficile? C'est que je suis arrivée en 98, alors qu'en 80, la gang qui était là avait été élue en 94 pour la plupart à l'Assemblée nationale. Ils se connaissaient tous, sauf les nouvelles venues comme moi. Donc, c'est de s'insérer dans la dynamique d'un parti, d'un conseil des ministres, parce que j'ai été immédiatement nommée ministre dans le gouvernement de Lucien Bouchard, et dans une Assemblée nationale où je voyais les échanges se faire, les gens traverser d'un bord à l'autre, se placoter comme s'ils étaient copains comme cochons, on dit. Alors, c'est l'apprentissage. Ça prend au moins 1 an avant de comprendre vraiment comment ça fonctionne, cet univers-là. C'est ça qui a été plus difficile. Parce que des fois, il y a des échanges très durs là, dans des débats, mais après que ça soit terminé, les gens vont prendre une bière ensemble puis ils sont encore et toujours amis, pour la plupart des cas, si je comprends bien.
Prendre une bière en chambre, oui, de temps en temps, mais les échanges trop durs, ça passe pas. Ça marche pas. Mais les échanges sur les idées, très, très durs, très difficiles, oui, les gens vont se parler après. Oui, c'est important. Si vous travaillez d'un bureau, mais que vous avez 2 opinions différentes, mais que vous savez que vous allez passer 2, 3 ans, 4 ans ensemble, là, vous vous arrachez pas les cheveux sur la tête. Là. Vous essayez de trouver un terrain d'entente, d'essayer de comprendre que l'autre a un job à faire. Puis d'être d'accord pour être en désaccord aussi, c'est souvent la façon de faire. Hein? Oui, mais donc, puis tu as un rôle, c'est-à-dire que toutes les voix doivent être entendues à l'Assemblée nationale. Il doit y avoir plus de femmes, plus de diversité. Moi, j'étais contente d'être la première femme gay à l'Assemblée nationale parce que je pouvais porter cette image-là. Donc, c'est important qu'il y ait une grande diversité et que toutes les voix s'expriment. Donc, moi, j'étais heureuse d'être là, très heureuse. Puis d'autres parlementaires gays, même s'ils n'étaient pas, je ne vous demande pas des sortir du placard, mais ils étaient quand même quelques-uns, quelques-unes? Oui, il y en avait quelques-uns. Ben, André Boulris, c'était connu à l'époque. Oui. André Boisclair, je le savais, mais je ne disais pas. Puis il y en avait d'autres, effectivement, que je savais, mais qu'ils ne l'exprimaient pas nécessairement. Puis c'était leur droit. Même moi, j'ai pas fait mon coming out dès mon premier mandat. Non, ça, on va y revenir de toute façon dans la deuxième partie de l'émission. Moi, j'aimerais quand même continuer là-dessus. Donc, vous aviez à vivre dans un monde d'hommes en tant que femme lesbienne. C'est quand même deux, comme on dit de nos jours, intersectionnalité. C'était comment avec peut-être Lucien Bouchard? Comment il vivait ça, lui? Je ne sais même pas si M. Bouchard savait que j'étais gay à l'époque. Je vous dis, ça ne faisait pas partie de la conversation. Il me demandait d'être compétente et d'être convaincue et d'être capable de vivre le mandat qu'il m'avait donné, la responsabilité qu'il m'avait donnée. On n'en a jamais parlé. Le seul avec qui, peut-être, j'en ai parlé, c'est Bernard Landry, qui, quand il sollicitait après le départ de M. Bouchard, il voulait être chef du parti. Je l'ai rencontré. Puis il dit, il faudrait qu'on se connaisse un peu. Il dit, il paraît que ça fait très longtemps que tu es avec ta conjointe. Il a abordé ça comme ça. Je me souviens bien de la conversation. J'ai dit oui, ça fait plus de 20 ans. Puis il m'a dit, t'es un des plus vieux couples que je connaisse. C'est donc génial d'entendre ça. C'est ça. C'est simplement ça, la conversation. C'était sur 2 personnes qui débattent, qui essayent de se connaître, puis qui se disent, toi, ta femme, moi, ma femme, Et c'était aussi simple que ça. On va continuer la conversation en deuxième partie. Merci beaucoup, Agnès Maltais, d'être avec nous aujourd'hui. Agnès Maltais n'a pas froid aux yeux. Elle a évolué pendant 20 ans dans le monde politique, un monde d'hommes, surtout à cette époque-là, et encore peut-être beaucoup de nos jours. Elle a ouvert des portes à beaucoup de femmes, beaucoup d'autres femmes et de femmes lesbiennes. Elle a levé une partie du voile sur l'invisibilité des femmes. Voici les affirmations d'Agnès Maltais. Affirmation, une série de balados-diffusions sur les gens qui ont fait la différence dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Agnès Maltais, parlons de ce fameux coming-out public. Comment ça s'est passé? Tout simplement, j'avais déjà fait un mandat, 98 à 2003, où j'avais été ministre dans les gouvernements Bouchard et Landry, et j'avais été réélue en 2003. Je ne cherchais pas à faire un coming-out, mais mes amis ou les gens qui me demandaient quand est-ce que tu vas le dire, parce que c'était le dire, c'était quelque chose de majeur, je disais, attendez donc que je me sois fait réélire une fois, que les gens apprécient la femme politique, la personnalité, que j'ai vraiment accroché solide dans ma circonscription avant que je fasse mon coming out. Je demandais seulement ça et ça a marché.
C'est-à-dire que les gens, après mon coming out, mais j'y reviendrai, là, reconnaissaient la femme politique. Donc, je suis invitée par le groupe gay de l'Université Laval à faire une petite allocution devant eux parce que c'était, je ne sais plus, leur 10e ou 20e anniversaire. Il y avait un anniversaire. Alors, je connaissais les gens qui étaient dans le groupe gay de l'Université Laval. Je suis quand même membre de la communauté gay depuis longtemps. Et c'était des jeunes. Puis je trouvais ça intéressant qu'il y ait un groupe gay officiellement à l'Université Laval. J'arrive à l'université et le groupe, les portes, les fenêtres sont placardées de slogans homophobes. Complètement. Ça, c'est choquant. Ah, ils étaient désespérés, les jeunes. Ils n'en revenaient pas, puis ils m'accueillaient dans cette atmosphère-là. J'ai dit, pas de problème. Alors, je me suis assis en avant, puis je me souviens plus comment commencer, mais ça ressemblait à genre, je suis une femme, je suis lesbienne, et à l'époque, on disait gay. Je suis de cette génération-là. Je suis gay, puis je trouve inacceptable ce qui s'est passé. Et puis là, j'ai raconté mon histoire. Normalement, je pensais qu'il n'y avait pas de journalistes dans la salle. Okay? Donc, ce n'était pas un coming out voulu dans les médias et tout ça. Ça, c'est ce que les gens ne savaient pas. Je pense que je ne l'ai jamais dit. Je ne m'attendais pas du tout. Mais je sais que quand je prends la parole, il est fort possible qu'il y ait des journalistes dans la salle ou que ça se rapporte. Je savais que ça allait être rapporté. Ouais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le lendemain matin, première page du Journal de Québec, Agnès Maltais avoue être lesbienne. Avoue. Ah, quel terme! C'est intéressant ce que tu viens de dire. Ouais. Tu sais que j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, Journal de Québec, aujourd'hui, là, t'avertis, première page. Puis sa seule réaction, ça a été, avoue, mais t'as pas commis de meurtre. Ouais. T'as pas fait de crime. La vraie réaction d'une mère. Ça m'a rassurée tout de suite. Wow. Mais après ça, ça a été la folie médiatique. Tout le monde voulait avoir une entrevue parce que j'étais la première. C'est intéressant parce que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce n'était donc pas planifié, c'est arrivé comme ça parce que Agnès Maltais, elle était fâchée. Elle n'avait pas ce qui s'était passé. Puis elle dit, là, je prends la parole puis je vais dire ce que je pense. Oui. Puis je savais que j'étais quand même, j'avais été ministre pendant 4 ans. J'étais une artiste avant les Folles Alliées. J'étais connue. J'étais présidente du caucus du Parti québécois. Je prenais la parole souvent. Donc, je disais, bon, mais là, un instant, là, c'est moi, vous m'insultez, vous me crachez dessus, puis vous crachez sur des personnalités québécoises, une gang en plus que vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire, là, sur qui vous crachez. Puis je disais, moi, j'en suis un exemple, j'en suis un modèle. Puis c'était ça un peu mon geste, mon affirmation. Quand je suis entrée dans un corridor de l'Assemblée nationale, puis que les gens avaient le Journal de Québec dans les mains, la première réaction que j'ai, c'était magnifique. C'est Louise Arel qui était dans les corridors. Elle sort de son bureau à course, elle me voit passer. Elle me prend dans ses bras, puis elle dit, je suis tellement fière d'être du Parti québécois, d'être du parti de la première. Ah. Parce que là, je me demandais quelle serait la réaction, parce que ça aurait pu être difficile, il y aurait pu y avoir plein de questions sur le parti, tout ça. Puis là, ça a été la doyenne quasiment, là, me rassurait, m'endossait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis ensuite, à l'Assemblée nationale, après la période de questions, je restais parce que j'avais affaire, là, on se parle entre nous. Et là, je vois devant moi quelques députés du Parti libéral, pas tous, mais 3 ou 4 qui se mettent à faire pss, 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 pss. Puis là, ça rigole, puis ça rit un petit peu dans leur coin. J'entends pas, mais je suis très convaincue que c'est de moi qu'ils parlent. Et là, je le nomme Jacques Dupuis, qui était, je pense, à l'époque, ministre de la Justice, ministre libéral, traverse, vient me voir, s'assoit à côté de moi, puis il me dit, « Agnès, c'est très courageux ce que tu viens de faire. Inquiète-toi pas. Les petits gars de l'autre bord, je vais m'en occuper. » Ah, mon Dieu, ça fait du bien entendre. Ça veut dire que là, il y a eu comme une protection qui s'est mise en branle autour pour dire ce qui vient de se passer est important, puis il ne faut pas que ça dérape. Puis je suis encore émue quand je pense à ces 2 personnes-là qui, ce jour-là, m'ont vraiment appuyé, franchement. Ben, je ressens cette émotion-là juste en vous écoutant. Mais c'est quand même... Il faut quand même reculer. On est en 2003, 2004. Ça fait 20 ans. Puis c'était pas... Même il y a 20 ans, c'était encore compliqué.
Oui, j'ai reçu après... les courriels existaient, mais pas encore les réseaux sociaux, peut-être fort heureusement. Ah, fort heureusement. Mais les courriels existaient et j'ai reçu, je dirais, une quantité énorme de gens qui trouvaient ça horrible. J'avais des... Pas Madame Maltais qui rentrait au téléphone dans mon bureau de circonscription. Oh, voilà la belle Madame Maltais. C'était gentil. Je le prenais bien. Mais j'ai eu aussi, et je les ai gardés longtemps, je les ai pu 40 à 50 courriels de personnes qui exprimaient à quel point elles étaient heureuses parce qu'elles, dans leur métier, écoutez bien là, parce qu'elles autres, dans leur métier, ils ne pouvaient pas le dire. Une prof d'université, des profs du primaire, beaucoup des profs, des gens d'affaires, puis ils se nommaient. Puis il me disait, je ne peux pas le dire, j'ai jamais osé le dire, j'en ai jamais parlé à ma famille, à mes parents. J'ai eu tout à coup devant moi là de la détresse qui est arrivée, puis ça m'a donné la mesure de l'importance de mon geste. Les gens vivaient ça encore en 2003, malgré le fait que la loi avait été changée. Il y avait encore tout ce courant d'intolérance où on ne se sentait pas à l'aise de parler. On ne se sentait pas à l'aise de parler. Et c'était beaucoup des femmes, évidemment, encore plus, parce que comme j'étais une femme, j'avais déclenché une réaction en chaîne chez les femmes. Mais le grand malaise m'est apparu là, dans ma boîte de courriel, le grand malaise. Alors, j'espère que j'ai fait évoluer un peu la société ou qu'autour d'elles, ces femmes-là ont pu prendre la place qu'elles rêvaient de prendre. Mais ça a été un moment particulier. Comment s'est passée la suite? Là, je me pose la question. Les médias ont quand même fait beaucoup d'éclat. Ça, il y avait plein d'articles dans ma recherche sur ce fameux coming out. Comment c'était? Comment vous avez vécu l'espèce de, comment je pourrais dire, l'effervescence médiatique? Surtout qu'à Québec, il y a quand même une certaine radio qui n'est pas toujours agréable à écouter, là. Oui. Ils ont été corrects avec moi, les radios. Je pense entre autres à celle qui deviendra ensuite mairesse de la Ville de Québec, Mme Boucher, qui elle n'est pas souverainiste, Mme Boucher, là, puis elle n'était pas souverainiste, puis elle était très dure envers nous. Puis moi, dans des combats électoraux, là, elle n'était pas facile quand j'allais à son micro, là. C'était vraiment dur. Mais elle avait tout de suite dit à un interlocuteur à la radio, là, un auditeur qui l'appelait, elle avait dit, écoutez, Mme Maltais, elle nous dit tout sur les médias que ça se passe bien, qu'elle est bien accueillie et tout. Mais elle dit, c'est parce qu'elle ne veut pas le dire. C'est elle qui a dit ça. C'est parce qu'elle veut pas que vous ayez que l'impact soit négatif. Elle fait tout pour que l'impact soit positif. Mais ça lui demande beaucoup. Je suis sûre que ça lui demande beaucoup de courage. Elle avait tout à fait raison. C'était difficile? C'était difficile, mais... Écoutez, dans une circonscription populaire, là, ça doit être l'équivalent de... Je disais souvent, j'avais à la fois Sainte-Marie-Saint-Jacques et Hochelaga-Maisonneuve, mais là, faites un comté avec ça, là, à peu près tout est là-dedans. Puis j'ai le patrimoine historique de Québec, fait que j'ai les plus éduqués, les moins éduqués, les plus hauts salaires, les plus bas salaires. Et les gens m'accueillaient bien, mais le regard a changé pendant un bout de temps. Ma conjointe était... je suis allée à Expo Québec, qui est une grande fête, je suis habituée à y aller. Ma conjointe faisait exprès, elle traînait derrière moi un peu, 2-3 pas plus loin, là. Puis elle entendait les commentaires, puis c'était plus de la surprise. Les gens étaient surpris. Il y avait vraiment une grande surprise. C'est comme si tout à coup, je n'étais plus la femme que j'étais. En tout cas, il y avait comme un portrait. Moi, je disais que le portrait était plus complet. Je disais que j'avais effacé le flou, que j'étais plus claire par rapport à mes citoyens, mais ils étaient sous le choc, ils étaient surpris. Mais après un bout de temps, je suis redevenue la bonne vieille députée Agnès Maltais, et j'ai traversé après ça 5 autres élections sans aucun problème. Les gens le savaient, me connaissaient, me demandaient où était ma conjointe, pourquoi elle ne m'accompagnait pas. C'était très, très, très facile. Et particulièrement dans les milieux populaires. Je vais vous demander de parler de votre conjointe, parce que je pense que quelqu'un qui reste discret, qui ne veut pas s'identifier. Comment elle a vécu ça, cette époque-là? Comment c'était pour elle? Bien, d'abord, la discussion sur la vie politique, on l'avait déjà eue. Mm-hmm. Et c'est longtemps que vous étiez ensemble, hein?
Oui, ça faisait longtemps, mais là, ça fait 40 ans. 40 ans? Ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Et je peux vous demander, vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. J'ai déjà... mon bureau de comté a déjà voulu faire un comité pour le oui. Là, on vient de comprendre. L'époque de 1995 vient de ressortir. Là. Le référendum, c'était comme ça. C'était le comité pour le oui. Alors, mais ma conjointe ne voulait pas se marier. Puis je pense que là, on est d'accord là-dessus. Oui. On n'a pas besoin de ce type d'union-là. Là. Puis peut-être ça fait 40 ans. Elle ne vous accompagne pas dans les événements autant... Elle m'accompagne quand ça lui tente, mais elle ne m'accompagne pas comme ma conjointe. On va au théâtre ensemble, on allait au théâtre ensemble, on allait au cinéma ensemble, on allait voir des activités ensemble, mais quand ça y tentait. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas du fait d'être, que ce soit ma conjointe, une obligation d'accompagnement. Oui. C'est pas toujours intéressant d'être la conjointe de... Là, non, c'est pas le fun. Ouais. Je vais vous le dire. C'est pas le fun. Puis elle-même, elle a son milieu, elle a sa carrière, elle est dans le monde du théâtre, elle a été dans longtemps, là, elle est à retraite maintenant, mais dans le monde du théâtre et du cinéma. Donc, elle avait ses affaires de son bord. Moi, des fois, je ne l'accompagnais pas toujours à ses affaires aussi. Là. On essayait d'avoir, quand on était ensemble, de bons moments ensemble, mais à part ça, on essayait de ne pas trop mélanger toutes nos vies. Bien, c'est un peu, je pense à d'autres personnalités politiques, je pense même... C'est pas le même parti, mais je pense à Éric Duhem et son conjoint ne l'accompagne pas partout. Il ne veut pas être dans la lumière publique, puis c'est un choix. Oui, c'est un choix. Contrairement à, par exemple, Sylvain Gaudreault, oui. qui est au Lac-Saint-Jean, lui, je savais que je connais son chum, puis il allait ensemble à des activités pour être plus souvent ensemble. Mais moi, j'habite à Québec, donc je quittais moins souvent la maison pour aller faire des... Tu sais, je n'avais pas à aller au Parlement. Là, j'y allais à pied à 2 minutes. Là. Je ne partais pas pendant 3, 4, 5 jours. Donc, c'est pas la même situation. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez votre coming out à nouveau de façon publique comme ça? Oui, oui. Oui. Totalement, tout à fait. Je le ferais peut-être plus tôt. De ce côté-là, les barrières sont tombées, je pense. Je pense juste à la façon dont la population québécoise a accueilli Manon Massé, qui elle, dès le départ, disait ouvertement qu'elle était lesbienne. Et donc, mais je ne l'ai pas caché. Je ne l'ai juste pas annoncé, mais dans ma tête, c'était déjà fait depuis 20 ans. Par contre, ce que je suis contente, c'est de l'avoir fait pas par opportunisme, pas par calcul politique. Je l'ai fait parce que j'étais fâchée. Oui. Parce qu'on attaquait le groupe gay de l'Université Laval et des jeunes qui avaient le courage, dans une université, de dire on va fonder un groupe gay, puis on va être ouvert, puis on va rencontrer les autres jeunes, puis on va leur parler. Je l'ai fait pour ça. Donc, pour moi, ça va. Mais aussi, il ne faut pas trop reculer en arrière et essayer de refaire des époques. Non. De ce qui est fait, on ne peut pas changer le passé, mais on peut juste modifier le futur, puis encore, puis encore. Vous avez quitté la politique en 2018, pourquoi? Ah, ça faisait 20 ans. Ouais. J'ai fait 19 ans et 11 mois. Je pense que c'était assez. Puis avant, je vous l'ai dit, j'ai fait pendant 9 ans les Folles Alliées. Après ça, 2 directions de théâtre. Ce qui veut dire que le soir, les fins de semaine, j'étais au théâtre, j'accueillais, très engagée. Engagement. J'étais très engagée autant dans ma vie artistique que dans ma vie politique. Donc, ça fait 40 ans de vie publique, moi. Les gens en voient 20, moi, j'en vois 40. Oui, c'est vrai. J'ai été présidente du Conseil de la culture pendant 7 ans. Québec-Chaudière-Appalaches aussi. Vous voyez, ça en fait des couches d'engagement. Là. Alors, j'avais tout à coup besoin de récupérer ma vie. C'est quand même, malgré tout ça, votre union avec votre conjointe a duré tout ce temps-là. Elle dure encore. Elle dure encore. Puis, vous n'étiez pas présente. Est-ce que c'est ça la recette ou c'est quoi? Non. J'étais présente. Je suis députée à Québec. Oui. J'étais députée à Québec, à l'Assemblée nationale, mais je rentrais chez moi presque tous les soirs. Mais tard. Tard, oui, mais c'est correct. C'était correct. Puis bon, il y avait des affaires les fins de semaine ou quand j'étais ministre, je courais plus un peu partout, là. Mais ma conjointe pouvait partir tourner 3 mois à Québec, là, à Montréal. Là. Ah oui, c'est vrai. Ça fait qu'on s'est donné beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. C'est sûr que ça a permis au couple de durer. Énormément. Puis, c'est ça. Ça fait
ça va faire 40 ans qu'on est ensemble, printemps prochain. On dit que c'est pas un exploit, c'est pas un honneur, mais on en est content. Ben, il y a de quoi être fier, parce que les couples qui durent longtemps, tant chez les personnes hétéros que les personnes homosexuelles, c'est assez rare. Hein? On dit qu'il y a un mariage sur deux chez les hétérosexuels qui arrête au bout d'un an et demi, alors quand même, hein, Oui, 40 ans. C'est ça, c'est arrivé parce qu'on a fait attention, parce qu'on a pris soin de nous-mêmes. Puis c'est sûr que la vie politique, des fois, elle pesait lourd sur notre vie privée. Donc, tranquillement, le besoin de me retirer se faisait de plus en plus pressant. Mais vous avez quand même continué à être engagé, puis je vais en parler parce que vous m'en avez parlé déjà. Vous êtes impliqué dans des causes LGBT, dont la crise de Fierté Montréal. C'était pas rien, là. Ça n'allait pas bien, si vous vous rappelez, quand il y a eu toute cette histoire d'annulation du défilé. Et on est venu vous demander votre soutien. Oui, après. Mais Oui. je suis très contente de ça. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai pris ça comme un honneur de me faire demander d'aider la communauté. Fierté Montréal devait se rebâtir. Rebâtir un conseil d'administration, rebâtir leur structure, leur modèle de gouvernance. Avec le rapport de Philippe Schnob, il y avait beaucoup de choses à faire. Hein? Oui, alors je suis un appel, et puis j'ai dit d'accord, je viendrai. Alors ça a duré sûrement 6 mois là, où je venais régulièrement à Montréal faire des rencontres, puis essayer de trouver un modèle de conseil d'administration et des personnalités qui pourraient rebâtir Fierté Montréal. Mais c'est parce que c'est la fierté de Montréal, mais c'est un événement important pour toute la communauté du Québec. Et du monde. C'est la plus grosse fierté francophone du monde entier. Donc, il faut donner un coup de main. Quand quelqu'un t'appelle, il faut que tu serves. Puis moi, j'ai beau avoir pris ma retraite, je sais que j'ai acquis un certain nombre de compétences et une certaine notoriété. Alors, je veux que ça serve. Je veux servir. Là, je vais parler à la femme qui a pris sa retraite, qui a le temps, j'imagine qu'elle a le temps de voir ce qui se passe dans notre monde. Comment voyez-vous nos communautés de nos jours avec cette haine sur les réseaux sociaux, cette haine qui s'est décomplexée de par Donald Trump, de par Pierre Poilievre, de par ces politiciens, même par des radios aussi qui le font? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez est-ce qu'on régresse? C'est quoi qui se passe pour vous? Bien sûr, quand on regarde l'univers actuel, il y a des pays où ça régresse. Le danger, c'est que les chambres de résonance sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus fortes. Un individu seul de chez lui peut parler à des milliers de personnes, ce qui n'était pas possible avant. Oui, avec les réseaux sociaux maintenant, oui. Les réseaux sociaux. Alors, les chambres de résonance sont fortes. Mais est-ce que la haine a augmenté ou si on l'entend tout à coup? Moi, j'ai l'impression que c'est la chambre de résonance qui est forte. Mais il y a des choses qui ne doivent pas bouger. Et c'est que si on veut des droits, il faut les rentrer dans des lois. Et au Québec, on a inscrit notre liberté, on a inscrit notre fierté dans des lois. Nos droits sont dans des lois. Alors, avant de faire bouger ça, ça va être quelque chose parce qu'on y tient. Puis je pense qu'on est encore une société progressiste, avant-gardiste. Je regarde à travers le monde, là. Moi, je vais vous dire, je suis contente de vivre au Québec. Je voyage beaucoup. Et je suis heureuse de vivre au Québec. Je suis très, très heureuse de ça. Mais c'est pour ça que dans ce qui se passe, il faut continuer à ce que à pas rester sur des acquis. Il faut continuer à faire avancer nos droits. Puis ça passe par les lois, ça passe par l'Assemblée nationale, ça passe par des débats parlementaires, ça passe par le fait de parler à la population. Faut qu'on évolue, puis qu'on fasse évoluer la société à une certaine vitesse. Faut pas qu'on se lâche, faut pas qu'on décroche. Ouais. C'est très important, ça. J'entendais, moi, dans le temps que j'habitais à l'extérieur du Québec, pour les droits des francophones, on disait que si vous n'utilisez pas votre droit, il va devenir désuet puis il va disparaître. Ça serait la même chose pour nos droits ici, là. Oui, mais ils sont dans des lois. Oui. C'est ça, la chose importante, là. C'est pour ça qu'il faut être très attentif au monde politique, très attentif à qui on élit, à ce qu'on fait avec notre droit de vote, parce que c'est là que ça se passe. Puis c'est encore là que... Regardez aux États-Unis comment on a les yeux fixés sur eux,
Parce qu'en ce moment, on sent qu'ils sont en train de... Parce qu'il y a quelqu'un qui veut briser les règles du jeu démocratique. C'est ce qu'on qui entend veut carrément de faire tomber la démocratie. Ouais. On va dire, on va le nommer, c'est Donald Trump. Oui, mais alors, c'est pour ça qu'il faut être très attentif au monde politique. Il y a des gens qui disent « Ah, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais elle s'intéresse à toi. » C'est extrêmement important. Alors, moi, je suis très attentive à ça, aux dérives. Je m'implique encore beaucoup. Et je pense qu'il faut que les gens continuent à prendre la parole. Mais comme je le dis souvent, il y a des gens qui... Il y a des extrêmes de tous les côtés. Hein? Mais il faut continuer à faire évoluer notre société. Puis pour ça, il faut l'attirer un peu avec nous. Il ne faut pas la laisser décrocher. Je vais quand même vous amener que l'année dernière, on a vu au Québec des manifestations anti-trans. Il y en a encore eu même cet automne, des manifestations contre les personnes trans, contre les drag queens qui font des lectures dans des bibliothèques, là, pas dans les écoles. Il y a même beaucoup de violence verbale sur les réseaux sociaux, mais on a même vu une recrudescence de la violence envers les personnes de nos communautés. Ça vous inquiète, ça? Oui, c'est sûr. Toute montée de violence m'inquiète. Mais comme je vous dis, je le sais que la chambre de résonance est plus forte. Donc, les gens se retrouvent, ils s'organisent plus facilement, une petite manif, là. Mais je sais aussi que les mécanismes de défense sont encore là. Je sais que les médias sont encore de notre côté. Je pense qu'ils savent que la population n'accepte en général, pas tout le monde, mais n'accepte pas ça. Et on ne veut pas d'une société violente. Donc, ces gens-là sont encore dans le mauvais côté pour l'ensemble de la population. Et tant qu'on n'accepte pas la violence, mais la liberté d'expression existe. Oui. Et là, c'est tellement difficile. Il faut mesurer. Parce que moi, parfois, je dis aux gens, la liberté d'expression, ce n'est pas une liberté d'oppression. Ça ne veut pas dire que tu peux te permettre, avec ta liberté d'expression, d'aller harceler quelqu'un. Et c'est ce qui arrive beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, le premier, j'en ai reçu 300 récemment, là, des commentaires comme ça. Ouais. Et c'est ça qui devient... Est-ce que vous en recevez, en fait, peut-être moins? Non, moi, d'abord, j'aime pas les réseaux sociaux. Depuis que j'ai quitté la vie politique, j'ai lâché Twitter, X, Facebook, je l'utilise presque pas, Instagram, tout ça, j'y tiens pas. J'ai trop été sur la place publique. Et j'en ai reçu des commentaires. J'en ai reçu de la haine. Fait que, comment est-ce qu'on gère ça? D'abord, je conseille à n'importe qui fait de la politique d'avoir un attaché politique ou un bénévole qui gère ses réseaux sociaux, là, puis qui élimine la scrap, là, parce que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Pas pour rien qu'il y a du monde qui quitte la vie politique. Là. Ça fait mal. À la longue, ça fait mal. Il faut protéger ses conjoints, ses conjointes. C'est très important. Mais non, ça faut gérer ça tranquillement, puis c'est ça, je me suis débarrassée de tout ce côté-là dans ma vie. C'est très négatif. J'y trouvais pas beaucoup de positif. Mais moi, je suis content que vous ayez accepté de nous parler ici à Affirmation parce que c'est pas toujours facile quand des gens prennent leur retraite. Ils disent « j'en ai assez, j'en donne plus d'entrevue. » J'étais content de ça. Je voudrais juste terminer avec quelques questions. Le coming out, c'est encore pertinent de le faire de nos jours et pourquoi? Oui, c'est encore pertinent. Oui. Parce qu'on a besoin de modèles. On a besoin de modèles. L'autre chose, c'est que tranquillement, ça ne sera plus des coming out. Ça va être que les gens s'affirment tout simplement. C'est juste, on dirait que les gens sont étonnés de savoir qu'un tel est gay, un tel est lesbienne, une telle est lesbienne, un tel est bi. Écoutez donc, la diversité sexuelle existe. Il est temps d'en prendre acte. Mm-hmm. Puis que tranquillement, j'espère que ça va... C'est encore important. Il n'y en a pas assez, mais j'espère que ça va disparaître. Et qu'est-ce que vous faites maintenant de vos journées, à part d'avoir aidé Fierté Montréal et quelques organismes? Je suis présidente de la Fondation SAPSA, la clinique d'infirmières qui s'occupe des plus vulnérables en Basse-Ville. C'est mon cocktail de financement jeudi soir. Ça va bien, on a atteint notre objectif. Je travaille avec eux autres. Je suis membre du CA du Cercle des ex-parlementaires, où on réfléchit une fois sorti du Parlement et de la boîte, là, on réfléchit ensemble de façon non partisane, tout le monde, tous les partis ensemble, à l'avenir de la démocratie. Par exemple, on a tenu un colloque sur l'intelligence artificielle et la démocratie récemment. Donc, je suis là-dedans. Je reste engagée, mais je fais beaucoup de sport. Je joue au golf, je fais du ski de fond, je fais du ski alpin, je m'amuse, je jardine, puis je marche, la je voyage. Retraite, le bonheur. Vous êtes plus occupé que jamais. Ah, ben oui, je suis assez occupé, mais c'est le bonheur. Rapidement, si je vous donnais, vous avez un souhait
à réaliser. Bon, à part la souveraineté du Québec, ça, c'est clair que si vous voulez ça, mais qu'est-ce que vous aimeriez pour nos communautés? Oh mon Dieu, pour nos communautés. Vous m'embêtez que la question, elle arrive trop... C'est tellement des questions importantes. Qu'est-ce que je souhaite pour nos communautés? Je leur souhaite... C'est aux individus que je souhaite de trouver la paix en eux-mêmes. C'est ça qui va faire grandir la communauté. Wow! Agnès Maltais, quelle rencontre intéressante qu'on a eue avec vous ici à Canalem. Merci beaucoup d'avoir été aussi généreuse avec nous. Ah, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Affirmation, c'est une mise en onde à la régie donc de Maurice Bolduc. On remercie Gerly Ormelette aux réseaux sociaux et aux communications. Je m'appelle Denis Martin Chabot, j'anime et je réalise Affirmation, une production de Canalem, la voix de l'inclusion, la radio de Vues et Voix.